Et bonjour YouTube. Donc bienvenue dans cette fondue politique où on va parler un peu de la politique suisse et on va parler de la neutralité vu que dans les prochaines votations on va s'intéresser à ça et que on a besoin un peu de se remettre dans le bain de ce qu'est la neutralité en Suisse et de d'où elle vient et de tout ça. Donc on va avoir un peu de lecture aujourd'hui. Et ensuite on va avoir une petite vidéo qui sera notre récompense après toute notre lecture sur est-ce que la neutralité suisse est un mensonge. Donc n'hésitez pas à vous installer, à vous poser et à écouter ça. Let's go les gens. Donc j'ai pris ce document qui vient, donc bon, c'est un document officiel du département fédéral de la défense et de la protection de la population et du sport qui est un peu ancien, je n'arrive pas à trouver l'année. Mais je l'ai trouvé assez intéressant, surtout sur un peu l'histoire de la Suisse et de d'où vient la neutralité de la Suisse, parce que je pense que c'est quelque chose qui est important, qu'on se rappelle de ça. Donc let's go. Donc l'histoire. Au début, la neutralité a été d'une certaine manière dictée par la nécessité. Toutefois, ces effets bénéfiques évidents au cours de l'histoire l'ont peu à peu profondément ancré dans la conscience nationale de la Suisse. Mais moi, en fait, la neutralité de la Suisse, c'est après qu'on s'est pris une rouste. C'est pas quand on s'est pris une rouste. C'est Marignan? Non, c'est après Marignan. C'est 1815 ou ouais peut-être. Je sais plus. On va le lire. Le pacte fédéral de 1815 et les constitutions de 1848, 1874 et 1999 ont érigé la neutralité en une norme politique étrangère contraignante pour les autorités. Donc, elle est déjà dans la Constitution, le fait qu'on soit neutre. Donc, ce principe a toujours été appliqué avec souplesse selon les circonstances du moment et de manière à garantir les intérêts du pays. Donc là, ça revient donc en 1515 avec Marignan. Donc sur les champs de la bataille de Marignan, une armée de 20 000, j'ai rajouté plus de monde, confédéré fait l'expérience des limites militaires de la politique de grande puissance menée par la Suisse. Des limites de la politique de grande puissance menée par la Suisse. En 1516, François Ier conclut avec les vaincus une paix déterminante pour le futur. Donc c'est quoi? On s'est pris une rouste en 1515 et donc on est en mode bon, on n'est peut-être pas aussi fort. Et pendant des siècles, ce traité de paix représente le fondement de la réserve confédérée en ce qui regarde les politiques étrangères. À l'époque de conflits confessionnels, l'unité en matière de politique étrangère est de toute façon impossible. J'adore. Ce côté où, bon... Parce que la Suisse a souvent été connue justement pour être un peuple à faire souvent des mercenaires. De se retrouver les mercenaires suisses et puis donc ce qui est une bonne illustration c'était les gardes du pape qui sont aussi des mercenaires, mais on a dans l'histoire suisse on a pas mal de guerres où des fois des deux côtés il y avait des mercenaires suisses, donc ça pouvait arriver qu'il y ait des Suisses qui se battent contre leur propre famille. Donc l'occupation française, putain mais c'est français partout. En mars 1798, les troupes françaises envahissent la Suisse. La France impose à la République helvétique une alliance militaire qui la contraint à renoncer à la neutralité. Okay. La Suisse est un champ de bataille. En 1799, les grandes puissances européennes se disputent les transversales alpines. La Suisse est théâtre de ces opérations. Ok, les montagnes, ça vous intéresse. Les Français conquièrent les Grisons. Ils seront cependant repoussés jusqu'à Zurich par les Autrichiens. Après la deuxième bataille de Zurich, les Français reprennent la Suisse orientale. L'armée austro-russe, placée sous les ordres d'Alexandre Sourov, est contrainte de quitter la Suisse en passant par le Pragel, le Panikser et Sankt-Lucisteig. Je ne sais pas quels sont ces lieux, c'est vous dire. La population civile a durement souffert et les charges de guerre sont lourdes. Le directoire de la République helvétique exige de la France qu'elle reconnaisse la neutralité de la Suisse. Pour des raisons politico-militaires, la reconnaissance est refusée. Oui, vu que le terrain était trop intéressant, là c'est refusé. En 1812, putain, mais voyez, ceux qui disent qu'en Suisse c'est tranquillou, il y a quand même quelques petites guerres.
Après l'occupation par les Français, en 1798, la Suisse ne connaît plus de neutralité durant 16 ans. Ok. La campagne de Russie de 1812 se terminera par une débâcle. Lors du passage de Berzina, les Suisses reçoivent pour mission de couvrir la retraite des restes de la grande armée de Napoléon. Donc là, c'était en mode allié avec Napoléon pour histoire de les restes. Ah non, attends, de couvrir la retraite. Ok. Là, au service du passage. Oui, donc là, ils étaient ensemble. Je vous jure. 1815, des Suisses participent au combat contre les troupes napoléoniennes ensuite, notamment lors du siège de Uningdang. Après cette dernière action militaire à l'extérieur de ses frontières, les puissants réunis à Paris reconnaîtront la neutralité permanente de la Suisse et garantiront l'intégralité de son territoire. Ok, donc c'est vraiment 1815 où il y a ça, où il y a ce côté de l'entrée de la neutralité perpétuelle de la Suisse. Et moi, il me semblait que ça c'était 1815, pas 1515 justement, parce que je me rappelais qu'il y avait un 15 à la fin. Mais c'est vous dire. Mais c'est un peu dans les débuts, ça va changer un peu justement dans le XXe siècle. On arrive dans une époque où plein de choses vont se passer. Donc, justement, je vais sauter l'internement de l'armée de l'Est en 1871. Lors de la guerre franco-allemande, la Suisse se déclare prête à interner les 93 000 hommes de l'armée de l'Est, vaincus du général Charles-Denis Bourbaki. L'application crédible de la neutralité armée de la Suisse, ainsi que des initiatives dues à des Suisses, oui, donc il y a eu la fondation de la Croix-Rouge aussi, en 1863, valent à la neutralité suisse de jouir d'un haut degré de reconnaissance sur le plan international. Mais en fait, pourquoi ils veulent interner? Je comprends pas, c'est pour les soigner? Oh, je vous jure. Donc les conventions de la Haye. La Suisse signe des conventions de la Haye, donc ça c'est en 1907, concernant les droits et les devoirs des neutres. On va voir ça donc page 11. On va direct à la page 11. Parce que quand même... ce serait quand même plus sympa. Établissent donc les devoirs des pays neutres. Oui, parce qu'en fait, normalement, il n'y a pas que la Suisse qui est un pays neutre, si je dis pas de bêtises. Mais ça dépend quel type de neutralité existe dans les pays. Donc les devoirs les plus importants, c'est ne pas participer à la guerre, assurer sa propre défense, garantir l'égalité de traitement des belligérants, en ce qui concerne l'exportation de matériel de guerre, garantir l'égalité de traitement des belligérants. Mais donc ça veut dire... En plus, ça veut dire qu'on vend à personne. Ne pas fournir de mercenaires aux belligérants et ne pas mettre son territoire à disposition des parties de la guerre. Ouais. Et oui, et là, donc là, c'est là, je pense que ça revient là-dessus, c'est que les belligérants, pour certains, ce serait, par exemple, si on prend le conflit Ukraine-Russie, bah c'est en mode, actuellement, il y a eu des, justement, ce qui fait qu'il a lancé les votations là qu'on va avoir en fin d'année, c'est ce côté où on a mis des sanctions sur la Russie, mais pas sur l'Ukraine, par exemple. Mais bon, c'est là où d'avoir un texte où la neutralité est trop définie, enfin est trop claire, ça t'empêche en fait de garder tout ce point de vue où tu vas justement pouvoir faire selon la situation qui est en cours. C'est pas rien, quoi. Et donc, arrive Première Guerre. Soldats suisses lors de la Première Guerre mondiale dans les tranchées. Ok. Dès 1915, la Suisse est entourée par la guerre. Les belligérants sont convaincus que la Suisse ne permettrait à aucun des partis de profiter de son territoire pour effectuer des mouvements tournants et attaquer ainsi leur adversaire. Ils ont donc respecté la neutralité et les frontières de la Suisse. Ouais. Très bon. Après Première Guerre, je sais plus s'il y a eu... En tout cas, Deuxième Guerre, il y a eu l'intérêt on avait la thune. Donc voilà, mais je suis bien curieuse là-dessus, hein. Donc en 1919, des escortes armées de l'armée suisse protègent les transports de marchandises en destination de l'Europe de l'Est. Oui, donc en fait, il y avait aussi ce côté de l'armée suisse, elle avait pas mal ce truc de destiné d'être aussi une armée un peu de
après des conflits, d'aller sur place et d'imposer justement, un peu comme les casques bleus, vous savez, le côté un peu de neutralité, d'être là pour aider les peuples qui ont subi la guerre et qui oui, ont besoin de reconstruire. Et donc il y a la Suisse qui est là pour protéger en tant qu'armée neutre, qui prend pas parti, sauf que bon, c'est très bien que la neutralité, bon, c'est pas ça. Donc, et oui, donc en 1920, il y a eu donc la SDN qui naît et qui est un échec après la Première Guerre mondiale. Et donc la neutralité de la Suisse est reconnue parce qu'en plus la Suisse y adhère et elle est prête à participer à des sanctions économiques. Donc là, ça commence la neutralité différenciée. Donc là, 1938. L'inefficacité des sanctions prononcées par la SDN à l'encontre de l'Italie incite la Suisse à abandonner la neutralité différenciée en faveur d'un retour à l'intégralité, à la neutralité intégrale, c'est-à-dire de renoncer également aux sanctions économiques. Ça veut dire que la SDN a dit en Italie, bon, on fait des sanctions, l'Italie ne respecte pas les sanctions. Bon, la Suisse, elle s'est dit, bon, bah, c'est pas grave, on va négocier avec, on part de la SDN et on retourne dans cette neutralité intégrale qui fait qu'on commerce avec tout le monde. Bon, d'accord. Et donc en 1939, début de la Seconde Guerre mondiale, c'est blanc, c'est neutre, c'est ça. Bah, je pense qu'il y a de ça. Et encore, à l'époque, est-ce que l'Italie est encore très mal vue par la Suisse. En tout cas, les peuples italiens, c'est vu comme les mauvais émigrés. En 1939, donc début de la Seconde Guerre mondiale, le Conseil fédéral réaffirme la neutralité de la Suisse, qui est inconnue, qui est reconnue par les belligérants. Attendez, vous savez quoi? Faut juste que je fasse un truc. On va regarder la définition de belligérant. Comme ça, on a le même mot. Belligérant, c'est se dit d'un pays en état de guerre avec un autre. Oui. Mais attendez, parce que le truc avec belligérant, c'est que là, par exemple, prenons la Seconde Guerre mondiale, qui est reconnue par les belligérants. Les belligérants, c'est qui? C'était l'Italie et l'Allemagne, ou c'était Italie, Allemagne, France, c'était tout le monde? Ou c'était juste... c'était un bloc ou c'était les deux blocs? Et donc, afin de garantir l'indépendance et sa neutralité, la Suisse mobilise son armée. Donc c'est le concept aussi d'armée, de neutralité armée, quoi. Et donc, après 1945, neutralité et solidarité. Le Conseil fédéral Max Petitpierre définit les principes des relations extérieures avec la Suisse. Donc il confère ainsi une nouvelle force à la neutralité. Bon. D'accord. Et donc depuis 1953, il y a eu des missions à l'étranger. Des observateurs sont envoyés sur la ligne d'hermétisme en Corée. C'est le début de la neutralité active. Putain, mais je vous jure, je ne savais pas qu'il y avait autant de neutralité, ça me fait vraiment rire. On a eu intégrale, différenciée, donc la neutralité armée. Là, on a la neutralité active. Donc la Suisse, là on est en 75. On est à l'acte de fin de la CSCE. C'est quoi la CSCE? J'aime bien, ils mettent pas le truc que c'est. La Suisse, grâce à son engagement diplomatique reconnu et à son attitude cohérente, bon, j'ai pas vu beaucoup de cohérence, obtient que le droit des États à la neutralité soit expressément reconnu par l'acte final de la CSCE. Pardon, de la CSCE. La CSCE, c'est quoi? C'est la convention... C'est quoi? CSCE? Qui devient l'OSCE? On va découvrir des mots. À l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Ok, d'accord. C'est un peu c'est quoi? C'est le truc un peu au début de l'ONU? J'adore le principe qui, dans son nom, laisse entendre qu'il y a une seule façon objective de se comporter, mais qu'il a... Oui, ben non, mais laisse tomber, c'est... Voilà. Nous ici, on est des adeptes de justement de ça. De la neutralité sélective de la Suisse. On la voit bien. On est bien conscient de cette neutralité. Vraiment, ils font n'importe quoi avec. Donc, en 1908 en Suisse, on a une votation populaire pour l'adhésion à l'ONU.
Donc, dans son message d'adhésion à l'ONU, le Conseil fédéral déclare en substance que l'adhésion ne peut être envisagée que si la Suisse peut conserver son statut d'État membre, d'État neutre permanent. L'arrêté fédéral concernant l'adhésion de la Suisse à l'ONU précise que le Conseil fédéral, en cas d'adhésion à l'ONU, fera une déclaration solennelle dans laquelle il confirmera le maintien de sa neutralité permanente et armée. Ok, donc oui... en fait, ça, c'est un peu le... Enfin, c'est aussi comment on l'a défini. Et donc, on refuse donc le fait de rejoindre l'ONU en 86. Et là, ce qui est intéressant, c'est que donc, en 1990, des sanctions économiques sont mises. Et ça serait intéressant de rappeler ça à nos chers Rusdessar, là, qui oublient... Parce que là, ils se plaignent des sanctions économiques qui sont mises à la Russie. Mais c'est pas nouveau. Après l'attaque du Koweït, le Conseil de sécurité de l'ONU décrète des sanctions économiques contre l'Irak. Le Conseil fédéral déclare que l'exécution autonome de sanctions économiques est compatible avec la neutralité. Il s'agit, par conséquent, à nouveau d'une neutralité différenciée analogue à celle des années 20. Donc voilà, même si cette tu vois, ils l'utilisent plus. Ils disent plus que c'est une neutralité différenciée. La Suisse ne participe pas toutefois aux sanctions militaires. Donc ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'ils continuent de vendre de l'armement? Par la suite, la Suisse s'associe à d'autres sanctions, par exemple à l'encontre de la Libye, d'Haïti ou de la Yougoslavie. Donc il y a de ça. Ils ont fait un rapport de la neutralité. Alors ça, je vous dis, la Suisse, faire des rapports, des plans, ils adorent. Dans le rapport sur la neutralité de 1993, le Conseil fédéral définit la matière dont il conçoit la neutralité dans les conditions générales de la politique mondiale en constante évolution. Et ça, je pense que c'est intéressant aussi de mettre le point là-dessus, c'est que on vit dans un monde de constante évolution. Et donc, le texte que propose l'UDC, ou un texte qui viserait justement à ancrer cette neutralité de façon très définie, elle le bloque. Mais par contre, où je suis d'accord, c'est que ça permet aussi d'avoir un État qui décide de sanctionner la Russie, mais de ne pas sanctionner Israël, de ne pas avoir un blocage économique. Mais évidemment qu'on va leur lancer des excréments. Mais voilà, essayer de comprendre, c'est une question. Donc, selon ce rapport, la neutralité n'est pas en mesure de protéger à elle seule notre pays contre de nouvelles menaces telles que le terrorisme, le crime organisé ou la destruction de l'environnement. En plus, la destruction de l'environnement, en quoi ça a un rapport avec la neutralité? En plus, ça, c'est causé par le capitalisme. Hein. Il s'agit donc de renforcer notre coopération internationale dans le domaine de la politique étrangère et de la politique de sécurité sans pour autant affaiblir la neutralité. Ah ouais. Donc ce rapport, il est en mode, bon, faut qu'on reste neutre, mais il faut aussi qu'on s'arme. Il faut aussi qu'on renforce la coopération avec les autres pays. C'est vraiment, tu sais, c'est danser sur des trucs... Oui, je vois ce que tu veux dire. Si t'as des États qui brûlent du pétrole juste pour le plaisir, la neutralité, bof, oui, bah c'est ce qu'elle fait, hein, la Suisse, mais ouais. Bah puis surtout le fait d'être aussi la base Glencore qui a son siège social en Suisse. Nestlé qui a son siège social en Suisse, c'est pas très neutre. Hein. Donc la Suisse conservera sa neutralité de manière à pouvoir prendre les précautions militaires nécessaires pour se défendre, aussi contre les nouvelles menaces, selon le type de menace qu'il convient de prévenir. Cela pourrait aussi impliquer une coopération transfrontière dans la préparation de mesures de défense. Ouais. Bah après, ça m'étonne pas aussi. Enfin, si tout d'un coup tu te fais envahir par l'Allemagne, bah oui, tu vas peut-être te tourner vers l'Autriche ou la France pour qu'ils t'aident. Donc là, il parle de la Bosnie en 95. Après la guerre de Yougoslavie, la Suisse autorise le transit de personnel militaire et de matériel de la Force internationale de la paix, donc IFOR, SFOR, pour la Bosnie-Herzégovine. Son engagement répond également aux intérêts de la Suisse. Bah évidemment. Ça, c'est intéressant. Hein. Moi, je dirais que ça, en plus, je dirais plus ça. Je dirais que la Suisse, sa neutralité, elle est intéressée. Elle va rester neutre quand elle y voit un intérêt. Et oui, on a un score amélioré. Ouais, mais là, tu vois, le côté de... Moi, ça me paraît logique que quand tu te fais attaquer, tu demandes de l'aide à tes voisins. Si c'est pas ton voisin qui t'attaque, quoi. Mais voilà.
Mais voilà, son engagement répond aux intérêts de la Suisse. On est sur une neutralité intéressée. Cette autorisation qui combine, qui est une contribution à la mise en œuvre du droit international est conforme à la neutralité. Elle repose sur le mandat du Conseil de l'ONU, voilà. Mais ça, c'est une guerre qui m'intéresse. Sur la guerre en Yougoslavie, je sais en Suisse, on a justement une diaspora qui vient de là, assez intéressante, assez importante, et donc j'en ai pas mal entendu parler, mais j'ai jamais vraiment creusé le sujet. Donc je pense que ça peut être une fois un live à faire. Donc ensuite, un partenariat pour la paix, PPP, qui est fondé donc en 94 pour une initiative de l'OTAN. La Suisse y participe depuis 96. Le but de la PPP est d'intensifier la coopération dans les domaines de la politique et de la sécurité, en Europe, enfin militaire, La participation de la Suisse est compatible avec la neutralité, vu que t'es pas obligé d'être dans l'OTAN. Dans le document de présentation, ils disent justement que la Suisse est fidèle à sa neutralité permanente et armée, et qu'on n'y renonce pas. Donc voilà. Et là, donc... Hop. On vient en 99 avec la guerre du Kosovo, qui a rejeté la demande de l'OTAN pour le survol de son territoire et le transit de marchandises militaires. Étant donné que l'action armée de l'OTAN n'intervient pas dans son mandat de l'ONU, c'est le droit de la neutralité qui doit être appliqué. Ok, intéressant sur le côté de... Pendant la guerre du Kosovo, la Suisse a dit non à l'OTAN pour survoler son propre territoire. Vu que l'OTAN n'avait pas de mandat de l'ONU. Parce que la Suisse n'est pas dans l'OTAN. Vu que c'est une force armée. À l'instar des autres États neutres, la Suisse a maintenu les sanctions non militaires décidées à l'encontre de la... Attendez, quoi? À l'instar des autres États neutres, européens, la Suisse a maintenu les sanctions non militaires décidées à l'encontre de la Yougoslavie par l'ONU et l'UE et auxquelles elle a adhéré. Mais donc ça veut dire qu'elle a fait des sanctions comparées à d'autres pays. Donc ouais, non mais vraiment cette neutralité, cette sélective... Et parallèlement, la Suisse s'est engagée sur le théâtre même de la guerre dans des opérations humanitaires. Oui, on a des gens de l'armée suisse qui sont partis justement au Kosovo. Après, ils parlaient que c'était pour sécuriser les routes ou des choses comme ça, mais c'est faux. Ça reste quand même quelque chose. Ah non, tu vois, on n'était même pas encore dans l'ONU en 99. Parce que l'adhésion à l'ONU, c'est en 2002 de la Suisse. En 2002, la Suisse adhère à l'ONU. Donc oui, alors en plus là, en 99, il y avait de ça. Donc là, il parle aussi des attentats. Et donc il parle aussi de la guerre en Irak. La Suisse se fonde dès lors sur le droit classique de la neutralité. Donc, le Conseil fédéral interdit par conséquent tout survol du territoire suisse, à l'exception de vols humanitaires et d'évacuation médicale. Il soumet de plus à autorisation l'exportation de matériel aux guerres. Attendez. Il soumet de plus à autorisation l'exportation de matériel de guerre aux parties en conflit. Ouais, enfin, pile quand l'euro a été créé. Ouais, bah, on avait dit non de rejoindre l'UE, on a rejoint l'ONU. C'est n'importe quoi. Attendez, j'arrive pas à comprendre. Il permet... Attendez. Il soumet de plus à l'autorisation... En fait, ils peuvent exporter du matériel de guerre, mais il faut que ce soit autorisé au Conseil fédéral. Ok. Et donc, dès que la guerre est finie, c'est bon, on peut refaire affaire avec... Oh là là. Donc voilà, un petit historique un peu de la Suisse. Je sais que c'était un peu lourd, et puis j'ai sauté quelques trucs parce que justement, c'était lourd. Mais ouais, sur cette neutralité de la Suisse. Et justement, on va... Hop. Ah mais attendez, ce qui est intéressant avec ça, justement, regardez cette carte. Ouais, on dit pas... Attends, te plains pas, on a dit non à l'UE. Oui, bah, vous avez dit non à l'UE, mais vous avez pas eu le choix. Hein. Regardez, c'est intéressant sur ça, c'est que, bon, ça ferme...
c'est l'évolution qu'il y a eu là. Vous voyez, regardez la France. Donc on est en 1815, les différents pays. 1914. 1941. L'Autriche-Hongrie ici. Ensuite, hop, en 56. Puis ensuite, 2004 aussi, après les justement les guerres, Croatie, Bosnie. Et donc ça ouais, en tout cas, ça a été publié après 2004. Donc on a les pays qui sont dans l'OTAN, les États neutres et non alignés, donc Suède, Finlande, Irlande, la Suisse et l'Autriche. Et après autres. Et oui, donc voilà, ce que je vous disais sur les pays, les autres États neutres, la Suède. Je sais pas, parce que le motif c'est expérience négative. On dirait un truc un peu. La Finlande, l'Autriche, l'Irlande et donc la Suisse. En tout cas en Europe, qui sont ces pays qui se déclarent, enfin qui sont neutres et non alignés en tout cas en Europe. Hop. On va justement. Mais ce document, on va peut-être pas le lire en entier, hein, mais il sera sur le Discord, vous en faites pas. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que on va peut-être regarder une guerre où je vais prendre la dernière, quoi, la guerre en Irak, enfin qui est dans ce document parce que c'est un document un peu ancien. La guerre en Irak. Donc là, en mars 2003, une coalition menée par les États-Unis attaque l'Irak. Le président américain George W. Bush déclare le 19 mars 2003 « Le peuple des États-Unis d'Amérique, ses amis et ses alliés ne veulent pas se soumettre à un régime injuste qui menace la paix avec des armes de destruction massive. » Un autre argument est que le régime irakien soutient le terrorisme et qu'un Irak libéré favorise la démocratie au Proche-Orient. Au Proche et au Moyen-Orient, les forces de coalition occupent et arrêtent Saddam Hussein. La situation reste instable et est marquée par la violence. Et ben dis donc. Et donc, la Suisse, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle crée immédiatement le Humanitarian Issue Group Irak dans le but d'offrir un forum international pour les questions humanitaires. Elle autorise le survol de son territoire pour les vols d'évacuation humanitaires et médicaux. De plus, elle se soumet au droit de la neutralité de l'exportation d'exportation d'armes dans les pays qui sont en guerre. Donc elle exporte pas d'armes. Donc voilà. Donc c'est ce type de neutralité. Et là, bizarre, l'UDC, je serais curieuse d'aller voir un peu ce que l'UDC a dit en 2003, mais je pense pas qu'ils étaient en mode tiens, est-ce que on n'irait pas se plaindre ? On est d'accord que non. Je suis sûre, en plus, bon. C'est pas rien. Et donc, pour en finir sur un petit résumé, en tout cas, il parle de 7 points essentiels à la neutralité. Que c'est un instrument qui est efficace à la politique extérieure et à la sécurité de la Suisse. Bon, oui, je suis d'accord là-dessus. Et elle fait preuve lors des 2 conflits mondiaux. Ouais, mais en fait j'aime bien parce que lors des 2 conflits mondiaux, mais enfin, il y en a bien plus que 2. Donc ça a été approuvé par le peuple. D'ailleurs, je peux vous montrer ce petit graphique ici qui montre à quel point le peuple suisse est très d'accord avec cette neutralité. Hein. Donc la ligne tout en haut, c'est la Suisse devrait conserver sa neutralité. La ligne orange, c'est elle devrait prendre clairement parti pour l'un ou pour un autre, donc la neutralité différenciée, ou la Suisse devrait clairement prendre part dans les conflits militaires. Donc la ligne qui est juste là en au-dessus, évidemment, c'est celle qui dit qu'on devrait rester neutre. Et ça, par contre, ça prend... Là, ce que j'aime pas, on va se retrouver sur la haine des sondages, c'est que ça prend le tout à fait d'accord et plutôt d'accord, qui sont pas les mêmes choses. Parce que, voilà. Et donc ça a été arrondi donc à 96% en 2021. Après, il y a eu une montée du fait de dire qu'elle devrait clairement prendre parti pour l'un ou pour un autre, mais rester neutre. Donc cette neutralité différenciée. Mais donc voilà, ça c'est les petits stats sur la Suisse.
La sécurité. Oh putain, de voir cet avion et de savoir les douilles qu'on se prend au F-35. La neutralité doit être adaptée à la nouvelle situation de politique. Et de renoncer à la neutralité ne serait envisageable que dans la mesure où notre sécurité y gagnerait. Oui, donc en fait, c'est vraiment, tu abandonnes ta neutralité quand tu te fais attaquer. Ah non, mais oui, non, mais la neutralité, si ça veut dire fermer les yeux sur un génocide, bah c'est pas fou, mais totalement, je suis d'accord avec toi, Nidar. Hein. Le côté de. Là, actuellement, c'est la neutralité de la Suisse, c'est ça. C'est même plus qu'une neutralité, vu que on est dans une démarche active avec Israël, où on achète des drones, où on leur vend des services, où il y a des partenariats avec Elbit System, il y a tout ça. Donc c'est pas du tout une neutralité. Ensuite, il y a des limites qui parlent que le droit international, hein, parce que, qui est beaucoup respecté hein, ces dernières années, on voit l'intérêt qui est porté au droit international, qui définit clairement les politiques de neutralité. Bah oui, mais alors, si elles sont définies, en tout cas, elles sont pas respectées. Hein. Et donc l'adhésion à une alliance défensive n'est pas possible. Et donc il y a des marges de manœuvre. Hein. Donc là, c'est ça. Le côté de la neutralité comme elle est actuellement en Suisse. Hein. Depuis des générations, la neutralité offre des marges de manœuvre. Par exemple, depuis 1953 pour l'engagement de la Corée, ou comme participation à des sanctions économiques internationales, ou par celle au partenariat pour la paix, donc le PPP. Mais voilà, et donc des conséquences, c'est de devoir renoncer des fois à la protection qui garantit les alliances, mais bon, on a les banques, enfin, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. D'un autre côté, elle permet d'éviter que les pays soient entraînés dans des conflits étrangers. Mais le truc, c'est que ça. En fait, tu choisis pas. Tu es entraîné ou pas dans des conflits étrangers. Oui, et puis par exemple, dans le métro, un gars agresse un autre, tu restes assis, tu fais rien, t'es neutre, oui, ouais, bien sûr. Après, moi je suis dans l'optique en tout cas, oui, tu dois agir, faut filmer, crier, interpeller, mais t'es plutôt du côté souvent de la personne qui agresse. Et donc, attends, en même temps. Netanyahu, il veut neutraliser tout un peuple. Du coup, quand on est pour le neutre, ça joue. Heureusement qu'il y a ce Tevil qui part. Mais ouais. Chez nous, on dit la politique pour neutre, donc de droite ou pire. Oui, mais c'est ça. C'est qu'en fait, la neutralité, elle n'existe pas. Elle est toujours. Et en fait, s'il y avait une neutralité effective, ce serait par exemple. Vu que tu vends pas à des pays belligérants, donc, ou par exemple à des pays qui sont qui sont les pays qui initient la guerre, ça voudrait dire que par exemple, on devrait ne plus commercer avec la Russie, on devrait ne plus commercer avec Israël, et on devrait plus commercer avec les États-Unis. Moi, ça me va. Ça me va, hein. Et enfin, il y a encore d'autres pays. Hein. J'ai fait la liste des 3 premiers qui sont venus en tête. Après, à politique, je croyais que c'est confus. Moi, dans le monde actuel, c'est plus le côté de, tu sais, si tu t'intéresses pas à ce qui se passe. Je vois le côté de confus parce que je dirais pas, je connais des gens qui sont apolitiques et ils sont pas confus, enfin, ils ont quand même une ligne de gauche, un peu dans leur idée, mais c'est plus qu'est-ce que tu vas soutenir, quoi. Et aussi, faut pas confondre apolitique et à partisan. Donc voilà. Et là, on a donc, on se rappelle, hein, c'est ce qu'on a vu juste avant. Un peu les lignes de manœuvre, donc larges, étroites, et donc les années. Un peu. Mais on voit qu'on a souvent été dans la largesse. Hein. On a souvent été sur ce côté de. Notre neutralité est assez large. Il y a eu le côté avec la SDN, mais qui a fait que, bon, ça revient à la neutralité intégrale pendant la Seconde Guerre mondiale. Et après, est-ce que mais je pense que, tu vois, genre par exemple, Bosnie, Kosovo, Irak, c'est aussi ce côté où c'est pas vraiment. Ah, pardon, vous voyez pas du tout. Désolé. Ce que je disais, donc là, on regardait le graphique. Et il y a ce côté où. Là, c'est parce que, en fait, c'est pas aux portes de la Suisse, quoi. Quoique, encore le côté de. Bon.
Tu vois, c'est la Bosnie, c'est le Kosovo, c'est l'Irak, que quand même la Seconde Guerre mondiale, c'était tout autour de nous. Donc ouais, donc voilà ce petit document. Il y a une version donc, qui a été mise à jour en 2022, mais je vous avoue, je l'ai lu et je l'ai trouvé, enfin je l'ai lu en travers, hein, et je l'ai trouvé moins bien. Je l'ai trouvé un peu moins explicatif. Enfin, je sais pas. Finalement, je suis un peu. Je préfère les trucs, les trucs déjà, il y a sa tête à lui là. Les trucs comme ça, regardez, avec les photos, les images, je les trouvais plus sympas. Et de toute façon, bah, je vous les partage sur le Discord. Mais maintenant, vu que on a un peu plus de théorie sur la neutralité suisse, mais déjà, est-ce que ça va les gens? Est-ce qu'on est à peu près... On a compris un peu les grandes lignes? Que c'est vraiment une neutralité avec un intérêt? Comme elle est actuellement faite. Vu que, par exemple, il me semble que l'armée suisse a des missions sur des pays comme le Kosovo, il aide au Mali, les Français, et ceux qui négocient entre la Corée du Sud et du Nord, c'est des Suisses. Oui. Donc en fait, dans le monde, bah en fait c'est sous couvert de cette neutralité que par exemple il y a des soldats suisses à la frontière Corée du Nord, Corée du Sud. C'est pour dire que ce n'est pas, tu vois, c'est ça, c'est une neutralité active. C'est pas une neutralité. Les gardes du pape. Après, les gardes du pape, je me rends pas compte à quel point c'est ça. Oh, une petite pause chat. J'en profite, je vais boire un coup vite parce que lire tout ça, enfin, ça donne soif. Mais oui. Mais donc ça, c'est ce que l'UDC voudrait changer. Et moi, je trouve que justement, il est... Comment dire? Parce qu'en fait, l'UDC aimerait qu'on retourne au fait de... Pardon, il aimerait vraiment retourner au fait que, en fait, notre neutralité s'implique à on commerce avec tout le monde. On ne fait pas justement cette neutralité qui fait que bah, s'il y a des sanctions vers des belligérants, on applique cette sanction. Eux, ils aimeraient qu'on continue donc de commercer avec tout le monde. Et c'est assez cocasse quand on voit le truc de leur truc de non à la guerre. C'est en mode non, toi tu es en mode oui à financer la guerre, oui à être justement bah, la banque du monde quoi. Donc voilà. Et donc vu qu'on a lu tout ce super texte, on va s'accorder une petite vidéo de Éthique Helvétique, qui était en tout cas une émission de la RTS qui était super sympa. Ils ont fait une saison et donc ils ont parlé de plusieurs sujets qu'on a déjà regardés. Et donc on va regarder si on a tout compris sur la neutralité suisse. Oui. Mais on en reparlera justement sur les votations. Demain je sors la vidéo normalement. Et puis de toute façon, à chaque fois qu'il y a les votations, je fais toujours pas mal de live là-dessus pour essayer de tout comprendre. Mais let's go, on part sur la Suisse est-elle vraiment neutre? Notre petite vidéo de plaisir, et puis on va voir si on a un peu tout compris et si on peut comprendre des trucs. Être ou ne pas être? Bah, si Shakespeare il avait été suisse, il aurait été neutre. Qui aurait pas décidé. Suisse pire. La Suisse a-t-elle renoncé? Cette neutralité qui fait partie de l'ADN du pays serait-elle obsolète? Même la Suisse sanctionne la Russie. Voilà, putain, voilà, le côté. Même la Suisse sanctionne la Russie. C'est un peu bas le son, vous trouvez pas? Attendez, si je mets le. Y'a pas un truc pour les voix? Neutral Switzerland. Even Switzerland. Switzerland! Être neutre, ça n'est pas être pleutre. Punchline.
C'est la thématique hype du moment, la neutralité suisse. Pas un jour ou presque où on n'en parle pas. Guerre à Gaza, conflit ukrainien. On doit faire quoi? On prend position ou pas? Vanille ou chocolat? Cette question de notre positionnement, elle est vraiment revenue depuis qu'on s'est aligné sur les sanctions européennes contre la Russie. L'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Là, on en est en 2022. Certains ont même dit que c'était la fin de notre prétendue neutralité. Démasquer le méchant de Scooby-Doo. Et d'autres, bien au contraire, que ça prouvait qu'on était neutre. Bref, tout le monde y va de son analyse, de sa théorie, à tel point qu'on va même voter prochainement sur une initiative de l'UDC baptisée « Sauvegarder la neutralité suisse ». Mais en fait, Voilà. pourquoi est-ce qu'on est neutre? Et est-ce qu'on l'a vraiment été une fois? Et pourquoi ça nous tient tellement à cœur? Allez, Oui, il a dit guerre à Gaza, oui. Non, mais après, bon, c'est sorti il y a plus d'un an. Même si, oui, je suis complètement d'accord. Puis c'est la RTS, hein, on va pas leur demander déjà. Mais je suis d'accord, il a dit guerre à Gaza. on regarde dans le rétroviseur. Les premières traces d'une forme de neutralité suisse remontent à très loin, au 15e et 16e siècle. À l'époque, en fait, la Suisse, c'est quoi? Eh ben, c'est un chenil dans lequel plusieurs cantons alliés tentent de vivre plus ou moins bien ensemble. On est très loin du territoire actuel. En gros, c'est une sorte de petit chaos où il manque deux éléments essentiels. De la cohésion et de la paix. Comme un repas de Noël en famille. Et pour la xème fois, Anouchka, j'avais le droit de contester mon loyer. Et c'est dans le but d'apaiser tout ça que va naître progressivement le concept de neutralité. Parce qu'à l'époque, on a la hallebarde facile. Être neutre, ça n'est pas être pleutre. Ah non, effectivement. Preuve en est, la guerre de Zurich, un épisode peu glorieux qu'on n'a pas le temps de développer ici, mais en résumé, c'est tout sauf de l'amour. Les premiers cantons suisses se tapent dessus, mais croient tout de même à un vivre ensemble. Et on accueille des petits nouveaux. Bâle notamment en 1501. Bâle peut entrer, mais à une condition, demandent les confédérés, style Sitzen. En gros, vous venez, mais vous restez tranquille. Bâle qui doit rester neutre donc pour nous pacifier entre nous. Et oui, la neutralité, on l'a oublié aujourd'hui, mais c'est d'abord pour régler des conflits internes. On ne parlait pas d'embargo sur le gaz russe au XVIe siècle. Et puis à tout. Bon, tu m'étonnes. Mais oui, donc, d'accord. J'avais pas ce lore que donc, quand ils ont fait rentrer Bâle, il y avait ce côté de. Elle devait essayer de calmer les. Non, mais t'imagines, en fait, tu rentres dans une maison, il y a tout le monde qui est en train de se battre, et en mode tu viens, mais t'essayes de. Le but, c'est que tu sois là pour nous calmer. C'est super. Toi, t'es là en mode dans quoi je m'embarque? Où est-ce que j'arrive? Tous ces conflits internes s'ajoutent enfin une guerre externe. Marignan 1515, comme le chante Annie Cordy, a des enfants autour d'une fontaine. Et ben c'est un massacre avec des milliers de morts, Annie. À Marignan, cette grande bataille va transformer la Suisse en mais alors très gros. Voilà ce qui se passe. La Suisse est en mode guerrière à l'époque et elle fait peur à toute l'Europe. Diamine se mi ricordo i svizzeri, guerrieri feroci e temutissimi. On décide alors de s'étendre vers le sud, tellement que Milan devient même un protectorat suisse. Mais le roi français de l'époque, François Ier, veut lui aussi s'emparer de la ville et de ses alentours. Il affronte donc les Suisses à Marignan. Et là, eh bien c'est le drame. 10 000 soldats helvétiques meurent. 11 battaglie di seguito si scontrarono i due eserciti. Donc les deux armées se sont livrées, on dit mort. Ce n'erano più dei morti che dei vivi. Ah oui, ok. Du côté suisse, plus de Suisse, plus de morts que de vivants. Pour certains, la défaite de Marignan est carrément à l'origine de la neutralité. Alors oui, ça a marqué un bon coup d'arrêt aux expansions helvétiques et à partir de là, on est resté bien au chaud chez nous. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui a cimenté notre neutralité ? Certains historiens tempèrent. 1. Parce que la notion de neutralité, on ne sait pas trop ce que c'est à l'époque. Elle n'est pas codifiée. 2. Les confédérés n'ont donc pas décidé d'être neutres eux-mêmes à partir de ce moment-là. Oui, c'est ça. Plutôt imposé de rentrer. C'est surtout, ils se sont dit, bon, ouais, on s'est pris de douille, on va essayer de... dans le rang. 3. Parce que des centaines de milliers de Suisses vont continuer à combattre partout pour les souverains d'Europe. On vous recommande d'ailleurs notre super épisode sur les mercenaires. On est finalement en 1674, la date à laquelle on retrouve la première déclaration officielle de neutralité de la Confédération. Je cite, « Nous voulons nous maintenir comme État neutre », écrit alors la Diète, sorte de conseil fédéral de l'époque. C'est que la Suisse prend de... Ah putain, j'avais pas vu ton commentaire, Zoidberg. Oui, t'arrives dans une maison, ça se bagarre, tu vends des battes à tout le monde.
Bah c'est ça, c'est complètement ça, c'est la neutralité que veut l'UDC. Le fait de quand il y a la bagarre, tu vends à tout le monde quoi. T'es pas en mode qui c'est qui a commencé, qui c'est qui. T'es en mode non, tu vends à tout le monde. De plus en plus conscience des avantages qu'elle tire de ce statut. Il faut dire qu'elle a récemment échappé au conflit le plus meurtrier qui a frappé l'Europe, la guerre de 30 ans qui a notamment opposé catholiques et protestants. Attendez, pardon, parce que j'ai perdu le fil en volant. De plus en plus conscience des avantages qu'elle tire de ce statut. Il faut dire qu'elle a récemment échappé au conflit le plus meurtrier qui a frappé l'Europe, la guerre de 30 ans qui a notamment opposé catholiques et protestants et qui a transformé l'Europe en gazpacho géant. C'est d'ailleurs à la suite de ce sale conflit que l'on reconnaît officiellement l'indépendance de la Suisse. Elle est inscrite dans ce qu'on appelle les traités de Westphalie. Mais cette neutralité déclarée est aussi un moyen de défense pour un pays faible et pauvre. C'est ce qu'affirme notamment l'historienne Irène Herman. Et c'est en fait une politique extérieure tout à fait typique d'un État très très pauvre, très faible. Et dans ce cadre-là, déclarer sa neutralité, c'est une manière de ne pas avoir à entretenir... Mais attends, mais qui c'est que... Comment ça, la Suisse est un pays très faible, très pauvre? C'est pas vrai? Parce qu'il y a ce côté de... la Suisse... Bah, nous, jamais. Mais en fait, la Suisse... ça n'empêche pas qu'il y a eu des... Enfin, je dirais pas très très pauvre, très très faible. C'est comme dans chaque pays. Il y avait des villes où c'était où il y avait de la thune, il y avait des campagnes où c'était un peu moins la thune. C'est surtout ça. Mais de dire que la Suisse était très 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 pauvre, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire que c'était un peu comme partout. Une armée permanente. Bah oui, ça arrangeait un peu tout le monde, hein, cet état tampon au milieu de l'Europe. Recherche de la paix et faiblesse intérieure. Et surtout... Mais là, on est en 1500... Attends, quoi? On est en... Allez... Putain... Il est où le traité? Bon, je sais pas, mais on est en... Attendez. On est après, donc après les guerres de... Oh là là... Merce retrouve la première... Maintenir comme... Prendre de 900... Recommande Suisse vont... On est après 1674. On retrouve la première déclaration officielle de neutralité de la Confédération. Je cite, « Nous voulons nous maintenir comme État neutre », écrit alors la Diète, sorte de conseil fédéral de l'époque. C'est que la Suisse prend de plus en plus conscience des avantages qu'elle tire de ce statut. Il faut dire qu'elle a récemment échappé au conflit meurtrier qui a frappé l'Europe, la guerre de 30 ans qui a notamment donc oui, on est à peu près par là. Opposé catholiques et protestants et qui a transformé l'Europe en gazpacho géant. Mais je suis d'accord avec vous. Hein. À l'époque, on était un pays paysan, mais c'est pour ça que je dirais super, comme elle le dit, tu sais, très pauvre. Je dirais pas ça parce que bon, après c'est d'un point de vue quoi capitaliste où tu dis ça. Et il y avait aussi quand même pas mal ce côté de la Suisse utiliser un peu le fait d'être au milieu pour avoir ses taxes aussi, vous savez, ses droits de passage et tout. Irène Herman. Et c'est en fait une politique extérieure tout à fait typique d'un État très très pauvre, très faible. Et dans ce cadre-là, déclarer sa neutralité, c'est une manière de ne pas avoir à entretenir une armée permanente. Bah oui, ça arrangeait un peu tout le monde, hein, cet état tampon au milieu de l'Europe. Recherche de la paix et faiblesse intérieure, besoin de cohésion entre cantons et garantie d'indépendance, voilà comment on peut expliquer d'où viennent les premières formes de la neutralité suisse. Mais elle n'est pas encore réellement codifiée, ni reconnue officiellement à l'international, cette neutralité. Ce sera chose faite quelques siècles plus tard. Allez, on part en direction de la ville de l'Opéra. Qui est, Julien, la ville de l'Opéra? L'Opéra de Sydney. De Sydney, non. On part en direction de Vienne, en Autriche. En vrai, je crois que oui, il faudrait faire des recherches, mais je suis sûre que notre richesse s'est développée très récemment. Alors oui, non mais alors, le fait d'être vraiment un pays riche, faire un peu plus riche. En fait, c'est comme si là, moi, aujourd'hui, je vous dis la Suisse, c'est un pays riche. Vous allez être dans le mode oui, mais la Suisse, pas ses habitants. Donc c'est pour ça que en fait, le côté de dire qu'à l'époque, la Suisse était très très pauvre, j'ai plus l'impression qu'à l'époque, la Suisse, elle était... Et surtout, bah, comme ils ont dit, on s'en est sorti sur le fait qu'on n'ait pas été dans cette guerre, dans les guerres là, de religion, donc il y a eu moins de morts.
Mais ouais. Non, mais ça peut être un point intéressant de regarder un peu d'où vient la richesse de la Suisse, à partir de quand c'était vraiment ce pays riche. Mais c'est quelque chose, quoi. Donc voilà, chapitre 2, la neutralité sur le papier. Ok, tu dis dans le sens là. Bon, après, on n'avait pas de royauté, donc je sais pas, mais j'avoue, une bonne question. Mais oui, non, mais c'est ça. On avait vu ça un peu dans le... Oui, on avait vu ça un peu dans le Game of Thrones suisse, là. Ouais, on avait vu ce côté-là. Mais c'est pour ça que je dis... Le très très pauvre, il me fait un peu doucement sourire. Parce que ça voudrait dire que quand même aujourd'hui, moi je considérais pas la Suisse comme un pays très très riche. Parce que bon, tu regardes un peu comment ses habitants sont. Ça dépend qui c'est que tu prends comme... vous savez, comme échelle. Le début du 19e, c'est la gueule de bois en Europe. Le continent sort d'une période troublée par Napoléon et ses guerres. Napoléon est d'ailleurs définitivement défait. Il s'agit alors de remodeler l'Europe, et c'est ce qu'il se passe au congrès de Vienne, puis à Paris, où la Suisse obtient pour la première fois la reconnaissance internationale de sa neutralité perpétuelle. Enfin, elle n'a pas non plus vraiment le choix. Ces puissances ont trouvé intéressant pour elles, pour leurs relations, et surtout pour empêcher ou dissuader la France de récidiver dans une guerre d'expansion notamment vers l'Italie, doter la Suisse d'un statut de neutralité garanti par les puissances. On nous utilise comme bouclier humain, sympa. Mais ça n'est pas pour autant que la Suisse réussit à garder complètement le cap. On nous accuse notamment d'accueillir des réfugiés. Oui, non, je suis d'accord. Le fait de parler de la richesse de la Suisse, c'est une très bonne idée de faire ça. Mais je comprends pas le côté d'être le bouclier humain. Comment ça, on est le bouclier humain? Tout pour empêcher ou dissuader la France de récidiver dans une... Surtout, ces puissances ont trouvé intéressant pour elles, pour leurs relations, et surtout pour empêcher ou dissuader la France de récidiver dans une guerre d'expansion notamment vers l'Italie, doter la Suisse d'un statut de neutralité garanti par les puissances. Ah, mais c'est histoire de dire qu'ils peuvent pas avancer. Oui, voilà, sorte de zone tampon. Ok, ouais. On nous utilise comme bouclier humain, sympa. Mais ça n'est pas pour autant que la Suisse réussit à garder complètement le cap. On nous accuse notamment d'accueillir des réfugiés politiques. La Suisse qui joue aussi avec le feu, 1860, on revendique le nord de la Savoie. Et on envisage même une action militaire contre la France. Alors que finalement on l'attaquera seulement pendant l'Euro. Mbappé, le penalty. 10 ans plus tard, le président de la Confédération en personne entreprend des démarches avec l'Allemagne pour obtenir une partie de l'Alsace. Toujours est-il que notre bon pays traverse tout le 19e siècle sans être pris dans un conflit international. Mieux, ce sont les puissances européennes qui poussent même pour préserver la neutralité et la stabilité de la Suisse. Il faut dire qu'au centre de l'Europe, elle fait tampon entre les principaux États en construction. En plus, c'est un carrefour nord-sud essentiel avec ses cols alpins et bientôt ses tunnels. On vous a déjà payé la vignette pour traverser la Suisse au 19e siècle? Collé sur ton pare-brise, le pare-brise de ta calèche. Une Suisse pacifique et pacifiée assure donc aussi un commerce prospère pour nos voisins. Et pour nous, bien sûr. Le principe de neutralité est alors inscrit... Donc voilà, c'est ça, c'est ce côté-là. C'est là où je suis d'accord avec vous, c'est là où il y a vraiment eu un essor de la richesse de la Suisse. Ça, mais entièrement. La Constitution de 1848, elle n'est pas un principe fondamental, mais l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral doivent désormais veiller à la préserver. Et la Suisse surfe sur la vague avec la création de la Croix-Rouge notamment. Elle commence aussi à proposer ses bons offices. Ainsi, dès 1870, elle se présente comme puissance protectrice, assumant la représentation diplomatique des intérêts d'États en guerre. Elle arbitre des conflits et commence à abriter le siège de conférences et d'organisations internationales. Tout ça, c'est bon pour notre image. Et pour notre porte-monnaie aussi, qui gonfle, surtout à partir du XXe siècle. Et la voilà. Suisse peut faire des affaires avec tout le monde puisqu'elle est neutre. Et en plus, ses affaires sont clean et morales, parce que la Suisse, c'est la paix. On gagne sur tous les tableaux. Attendez, je vais voir ce tableau là. Attendez. Morale, parce que la Suisse, c'est la paix. Les peuples Europe, en cette atroce guerre, se livrent des combats sanglants. Suisse, tu vis par un décret tout-puissant, symbole de la paix et de la liberté, de R. Weiss, 1915. Ok. Helvetia, là, qui est symbolisé donc au milieu de la guerre. On gagne sur tous les tableaux. King, double king, carton. On est à la stratégie géopolitique ce que Patrick Bruel est au poker. Il craque.
Le tout est définitivement Oula, ça a mal vieilli, ça a mal vieilli. consolidé en 1907 avec la codification du droit de la neutralité dans les conventions de la Haye. Elles sont d'ailleurs toujours en vigueur et voilà les principales règles. Bon, faut surtout retenir le point, hein, s'abstenir de participer à la guerre, bon c'est logique. Puis faut noter le point E aussi, c'est peut-être le plus important. Non, j'y sais rien. Oh, il est pété au sol au poker, ça ne m'étonnerait pas. Hein. Mais oui. Garantir l'égalité de traitement des belligérants pour l'exportation de matos de guerre. Il peut aussi continuer à commercer librement avec les parties en conflit. À ce point-là, il va susciter bien des débats. Hein. On peut continuer à dealer avec tout le monde, même si on est neutre. Tant qu'on vend la même quantité d'armes à tout le monde, c'est aussi ça la neutralité. Bref, on est donc... Et la vente d'armes est autorisée si elles sont produites par des entreprises privées. Donc voilà, c'est vous dire. C'est vous dire. Au début du 20e, c'est un peu l'âge d'or de la neutralité helvétique. La Suisse est reconnue comme telle, on sait aussi de quoi on parle, hein. C'est réglé, c'est précisé, tant mieux, parce que le concept va être testé en version XXL, King Size, Triple Whopper, supplément cheddar. Allez. La Première Guerre mondiale éclate et la Suisse se déclare neutre. C'est parti pour le Grand Test. Un test d'abord économique et pour cause. À l'époque, les besoins principaux de la population et des entreprises dépendent pour près de la moitié de l'étranger. Alors comment on fait pour maintenir des relations économiques sans favoriser l'un ou l'autre camp? Eh ben les belligérants nous imposent des offices de contrôle, comme la Société Suisse de Surveillance Économique, la SSS, surnommée ironiquement par la population Souveraineté Suisse Suspendue. Bah oui. Bon, heureusement qu'il y a 3S. Putain, mais... En fait, on décide pas trop ce qu'on fait, mais ça marche quand même et la Suisse arrive plus ou moins à jouer les équilibristes. En tout cas en façade, hein. C'est sur le plan politique que c'est plus compliqué. En effet, la population est déchirée au début du conflit avec d'un côté les Romans qui penchent en majorité vers la France, alors ça, les temps ont changé, et les Alémaniques qui sont plutôt pro-Allemagne. Ça, les temps n'ont pas trop changé. Ouais, ça... Attends, quoi? Ah oui, dans le sens... Ok, oui, bon, c'est pas étonnant, la barrière linguistique, quoi. Ok, toi tu dis qu'il est... Pff, moi, je m'en fous, hein. Qu'il soit doué ou pas, ça... c'est un connard, hein. Mais ok. À cela s'ajoute la nomination d'un chef de l'armée qui ne va rien arranger à l'ambiance. Il s'appelle Ulrich Wille. Et il est, comment dire, pas super rassembleur. Sa nomination déjà était assez difficile. En fait, il est le candidat du Conseil fédéral, mais il est assez peu apprécié par une partie de l'Assemblée fédérale, notamment parce qu'on connaît ses positions assez peu démocratiques. Il méprise beaucoup les parlementaires, la démocratie, il méprise les romans, il ne parle des socialistes qu'en les traitant de salauds, de Schweinhunde. Oui, bon. Bah, je veux dire un Suisse allemand normal, hein, dans la politique suisse. Sympa. Ulrich Wille va même proposer au Conseil fédéral l'entrée en guerre de la Suisse. Bah, je comprends. Hein. Moi, je pense qu'il y en a plein, là. J'ai envie qu'on les regarde, quoi, ce genre de documentaires. Mais en fait, ce que je trouve dommage, c'est que la RTS ne fait plus des documentaires comme ça. Et c'est vraiment dommage. Aux côtés des alliés de l'Allemagne. On était à ça des casques à pointe. Du coup, et c'est un peu normal, la France elle enrage des accointances helvétiques avec son ennemi. Elle étudie alors une possible intervention sur le territoire helvétique. C'est ce qu'on a appelé le plan H. La France projette d'attaquer l'Allemagne par la Suisse. Nom de code, plan H. H pour helvétique. Mais l'Allemagne anticipe la manœuvre et lance un assaut sur Verdun, obligeant ainsi la France à abandonner son plan initial. Honnêtement, tout aurait pu partir en cacahuète. Mais conscient du danger, le gouvernement et quelques intellectuels font appel à l'esprit de neutralité pour rebooster la cohésion nationale et le patriotisme helvétique. Et ça marche. Les Suisses se ressoudent derrière cet emblème et... Ah, moi je pensais que c'était un H pour Hello. Mais ouais, non mais... Le pays passe à travers la Première Guerre mondiale sans être touché. La Suisse représente même les intérêts diplomatiques de 25 pays durant le conflit. Les actions de la Croix-Rouge sont par ailleurs saluées, le CICR, magnifique outil de soft power suisse. On a fait un épisode dessus, si jaja. La Suisse s'en sort donc après quelques frayeurs et un parcours laborieux, magnifiquement illustré par cette carte postale de l'époque. Non, ne tombe pas, petit circassien! Attendez, je revois la carte. Remonte la carte portable. Quelques frayeurs et un parcours laborieux, magnifiquement illustré par cette... Ah d'accord, oui, donc voilà la neutralité, donc ça, voilà le... Bon, je dois nous expliquer. L'Allemagne, la France, Cocorico, et
L'aigle. Putain, oh là là, j'adore, non mais... Postale de l'époque. Non, ne tombe pas, petit circassien. À la suite de ce premier conflit mondial, l'image de la neutralité suisse va encore s'accentuer. Genève devient le siège de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, en 1919. Une organisation que la Suisse intègre 1 an plus tard en obtenant un statut assez spécial. En gros, bah oui, la neutralité c'est le conflit éternel de tes voisins, il y a un peu de ça, puis pas que de tes voisins, de tous les autres. Circassien, c'est quelqu'un du cirque. C'est... Elle est dispensée de suivre les sanctions militaires contre un État, mais elle doit appliquer les sanctions économiques décidées. C'est la neutralité. D'accord, voilà, donc c'est ce qu'on avait lu juste avant. Différentielle. La Suisse est le seul pays au monde à en bénéficier. Arrive alors la Deuxième Guerre mondiale. La Suisse semble pépouze comme ça, hein, mais la crainte d'une invasion allemande, elle est bien là. Le pays se prépare au combat tout en réaffirmant sa neutralité. Cela dit, les autorités ne vont pas vraiment se gêner à entretenir des rapports avec les pays en conflit. D'un côté, elles tolèrent la présence d'une centrale d'espionnage américaine à Berne, et de l'autre, des crédits sont accordés à l'Allemagne afin de s'approvisionner en matériel de guerre. Alors, la nationale suisse, la BNS, elle, rachète la majeure partie de l'or nazi envoyé à l'étranger. Une histoire. Donc voilà la neutralité suisse. Au calme. Ah mais oui, au calme. Hein. Longtemps ignorée, puis remise en lumière par la commission Bergier. La place financière suisse ne ressort pas grandie des nouvelles études publiées aujourd'hui par la commission Bergier. Transactions financières avec le Troisième Reich, transfert de capitaux allemands, la Suisse a joué un rôle de plaque tournante dans les opérations occultes nazies. L'or nazi qu'on rachète et qui permet à l'Allemagne de se financer, on ne va jamais nous le pardonner. Cela dit, le débat est toujours vif entre historiens. En fait, c'est normal. C'est normal. Enfin, moi, le côté de on ne va jamais nous pardonner, mais même moi, je pardonne pas à mon pays d'avoir fait ça. Mais en fait, on demandait aussi de faire acte, de faire de montrer que t'es conscient et de... Réparation, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, parce que la Suisse, c'est un peu en mode oui, bon, hein, ça a eu lieu, mais voilà quoi, vite fait. Puis là, actuellement, la Suisse qui rachète l'or du Soudan en passant par les Émirats arabes, le fait que la Suisse, justement, commerce avec Israël, pas de souci, enfin, ça va. Et puis là, on ne pourra pas dire oh, on n'était pas au courant. Hein, ce serait bien de... Personne ne remet en cause les courbettes de la Suisse à l'égard des nazis. Certains estiment aussi que les dirigeants helvétiques ont tenté de faire au mieux pour éviter d'être pris dans la guerre, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Donc faire au mieux, c'est aider des génocidaires. Qui utilise cet argument ? Caricature du conseiller fédéral vaudois de l'époque, Marcel Pilegola, le montre assez bien. Encore un équilibriste. Nous manque plus que quoi, des éléphants, une femme à barbe, un chapiteau, puis on ouvre un cirque. Ah ouais, puis tu rajoutes Bassam Baker et t'as le cirque Knie. Et puis arrive la fin de cette guerre. Enfin, 7 mai 1945, capitulation de toutes les troupes allemandes. Fin de la guerre en Europe. Reconnaissance dans le cœur de tous les hommes libres. À Genève, que l'on appelait la ville des nations, la joie explose, tel un feu d'artifice. Et en même temps, nous, Suisses, nous nous sentons pénétrés d'une profonde gratitude. Ne sommes-nous pas parmi les rares peuples de la Terre qui peuvent fêter le retour de la paix sans avoir été plongés dans le cataclysme, sans avoir à attendre la guérison de plaies épouvantables? Un peu paradoxalement, la Suisse sort affaiblie de ce conflit sur le plan international. Et on est passé pour des clowns. Des éléphants, une femme à barbe, un chapiteau, on ouvre un cirque. En fait, certains nous en veulent d'être restés les bras croisés. On passe un peu pour des profiteurs et on a un peu c'est le cas. Réputation. Le monde a vaincu le fascisme, mais nous, comment est-ce qu'on a pu rester neutre face aux nazis? Néanmoins, sur le plan intérieur, la neutralité s'est testée et approuvée. La Suisse a évité le pire durant les deux plus grandes guerres de l'histoire. Aucune raison pour elle de changer de cap. Et ce, alors que se profile une autre guerre. Mais en fait, en plus, là, ils disent du point de vue extérieur. C'est pas une neutralité, oui, il y a la collaboration, justement. C'est cette fameuse neutralité sélective, hein, de t'es neutre à collaborer avec certaines personnes ou avec d'autres personnes, non. Et il y a aussi ce truc de, si cette neutralité c'était si efficace, pourquoi tout le monde ne serait pas neutre? Enfin, tu vois, genre, il y a ce côté-là de... Ça ne marche que dans un certain terreau, quoi.
Après, pour la Deuxième Guerre mondiale, seconde, entre les nazis, la France vaincue et les collabos, l'Italie fait le commerce avec qui? Mais vous êtes valaisanne, donc Bah oui, mais je suis d'accord, hein, mais il y avait ce côté d'agir. Attendez, hop. Petite froide cette fois, le cirque d'hiver. Dans le sens, attendez, je reviens dans le truc de entre la Seconde Guerre mondiale, entre les nazis, machin. Bah en fait, elle commerce avec qui? Il y avait une partie de la France qui était pas enfin collabo en théorie. Et puis je sais pas, il y avait aussi un moyen d'agir et de pas juste dire oh bon le fascisme, moi je suis neutre, c'est bon, pas de souci. Donc voilà, on arrive sur la guerre froide. Juste après la guerre, le monde se divise en deux blocs. Oui, après on n'a pas attendu que la France soit vaincue pour commercer avec les nazis. Non, je pense qu'on n'a pas attendu. Je ne peux pas te dire à partir de quelle date absolument ça s'est passé. Mais vu que c'était de l'aide en tout cas pour s'armer, il y a de ça. De l'Ouest, l'Occident et le bloc de l'Est, l'URSS et ses alliés communistes. À cela s'ajoute la création de tout un tas d'organisations internationales dont les Nations Unies, l'ONU. Mission pour la Suisse, tracer un chemin entre ces nouvelles donnes, tout en restant neutre. Chaud. Alors comment qu'on fait? Eh ben on joue au jeu préféré de la Suisse, le tchoukball. Et non Julien, l'équilibrisme, avec un homme au cœur de ces délicats exercices, Max Petitpierre, chef de la diplomatie suisse. Et Petitpierre, il va avoir un max de cailloux dans sa chaussure. Max. Oui, ah non mais... Oui, après il y a beaucoup de résistants français et juifs qui ont été cachés par des Suisses pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça je suis entièrement d'accord, mais c'est pareil, ça serait comme dire toute la Suisse a été... que tous les Français c'était des résistants. C'est malheureusement, c'était pas tout le monde quoi. Et c'était pas l'État. Petitpierre, Max de cailloux. Ce Neuchâtelois va d'abord établir des relations diplomatiques avec l'URSS, puis il pousse la Suisse à classer des traités et autres adhésions aux organisations internationales en deux catégories, compatibles ou incompatibles avec la neutralité. Exemple, devenir membre de l'ONU. Bah c'est non, car c'est trop politique. Par contre, le plan de reconstruction de l'Europe, appelé le plan Marshall, c'est oui, car c'est technique. Même s'il faut bien dire, ce sont les Américains qui sont à la manœuvre. Des Américains qui vont même pousser la Suisse à participer à un embargo contre les États communistes en 1951. La Suisse, on va pas mentir, en fait, à l'époque... C'est ça, puis en plus, la Suisse, là, bah, tu vois cette neutralité. Genre, les États-Unis viennent, ils disent bon, là, tu fais ton embargo, sinon, bah, tu dis ok, je fais mon embargo. Et du côté de l'Ouest, et l'URSS montre les dents. Mais par une communication habile, Max Petitpierre va réussir à préserver l'image de la neutralité. Il insiste sur son importance pour le monde, avec un slogan « Neutralité et solidarité ». Résultat, il développe la politique des bons offices et l'engagement humanitaire, alors que la Suisse et Genève deviennent plus que jamais capitale de la paix. Oui. On y abrite les conférences majeures sur les grands conflits de l'époque. Et puis boum, 1991 c'est la fin du bloc de l'Ouest et là beaucoup de choses vont changer. Par crainte d'être isolée du nouvel ordre mondial, la Suisse décide de limiter la neutralité à une sorte de noyau dur, en gros, ne pas participer à des conflits. Parce que pour le reste, eh ben, finalement elle s'ouvre, suivi de sanctions européennes, oui, non mais il a littéralement développé la neutralité sélective. Oui, ça je suis entièrement d'accord. Ah ben... C'est comme quoi... Elle est là, hein. D'autant, la Suisse participe même à des missions de maintien de la paix comme au Kosovo, avec la Suisse-Koi dès 1999. Un gros débat à l'époque, hein, qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui. Quant à l'ONU, bah... Ok. Ah mais attends, ça date de 2022 ça. Donc là c'est un article du Blick de 2022, l'UDC exige le retrait immédiat de la Suisse-Koi au Kosovo. Mais... Depuis 99, ils y sont toujours, ok. Intéressant. Non mais je voudrais voir l'évolution un peu de l'UDC sur ce point-là. Ne franchit pas en 2002. Une décision historique qui va même aboutir à ça. Parmi les candidats du bloc occidental, 2 candidats ont été communiqués, Malte et la Suisse. Le vote a commencé. Sauf surprise, l'élection de la Suisse est acquise, mais il lui faut tout de même 2/3 des voix. Le suspense dure jusqu'à l'annonce du résultat.
Switzerland 187. La Suisse, 187 votes. 187 voix sur 190 valables. Plus de 10 ans d'efforts diplomatiques. Ah, il est là. 2022, la Suisse devient même membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Impensable il y a encore quelques années. Notre pays se retrouve au cœur de défis internationaux. Tout le monde applaudit, sauf l'UDC, pour qui cette élection sonne définitivement le glas de notre neutralité et de notre souveraineté. Oui, c'était Cassis. Il représentait la Suisse hein, en 2022, là, à l'accession au secrétariat de sécurité des Nations Unies. J'ai vu que c'est celui qui s'occupe du département des affaires extérieures, voilà. Et oui, Suiska, oui, non mais c'est la compagnie, c'est le contingent pour l'armée du Kosovo, ça oui. Mais je suis curieuse de savoir quel était le point de vue de l'UDC dès le début. Mais après, bon, connaissant l'UDC, eux, c'est vraiment, ils sont très. Ah non, oui, bon, oui, c'est vrai que la qualité image faisait très archive, hein, je suis d'accord. Mais ce que je disais, c'est connaissant l'UDC, je sais qu'ils sont assez cohérents sur leur protectionnisme, leur enfermisme, vraiment le côté de se fermer du monde. Mais bon, il y a de ça, quoi. Ah, pardon, j'avais pas lu Cosmic Suiskoy. Attendez, c'est moi, je suis en plus... Oui, donc voilà, oui, c'est vraiment cette... on avait vu passer, justement, ceux qui allaient, justement, en Kosovo, un peu sécuriser les routes, les autres... Enfin, c'est un peu une armée de... Mais je suis en casque bleu, un peu, Mais bon. Arrive à aujourd'hui. Que reste-t-il de cette neutralité en 2024 en Suisse? On est en 2024 là. Hein. Comment la définir à l'heure des conflits à Gaza et en Ukraine? On l'a vu, la notion même de neutralité est infiniment complexe. Elle pourrait même se résumer à ça en vérité. Le problème de base est que personne exactement sait qu'est-ce que c'est la neutralité. En fait, on peut dire qu'il y a aujourd'hui... Le truc, c'est que personne ne sait ce que c'est la neutralité. Bah oui, mais oui. Guillaume, je suis d'accord avec toi. Le mot neutre ne veut plus rien dire pour moi. Après tout ça, ça change tout le temps en fonction des époques. Et... Rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Et oui, et donc voilà, c'est quelque chose. Hein. Et le principal parti a voté systématiquement contre le mandat du Suiskoy. Ouais, ben voilà, mais au moins, enfin, ils sont cohérents là-dedans, mais il y a quelque chose. Et oui, donc cette neutralité. Mais après, justement, moi je trouve ça. Cette neutralité qu'on a en Suisse actuellement, c'est pas l'idéal, mais on rappelle, le truc de l'UDC, ça va être pire, quoi. Aujourd'hui, deux types de neutralité fondamentales. Le droit de la neutralité inscrit dans la Convention de la Haye de 1907, on l'a vu, et puis il y a surtout la politique de neutralité. Et là, en fait, tout dépend du contexte international du moment. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est le département des affaires étrangères en personne. Et le contexte international du moment, en fait, il fait que changer, surtout en ce moment, et il est sujet à des interprétations diverses. Il n'y aurait donc aucune constance dans la notion de neutralité, sauf peut-être sa malléabilité. Quant au débat actuel sur la neutralité de la Suisse vis-à-vis, par exemple, je sais pas, du financement de l'UNRWA, des sanctions contre la Russie ou de la réexportation d'armes vers l'Ukraine, on ne va pas trancher le débat ici, mais il met clairement en lumière toute la difficulté de porter l'étiquette de neutralité dans un monde de plus en plus éclaté et complexe, avec des questions à n'en plus finir, du genre, devrait-on opter pour une neutralité stricte, comme le préconise l'UDC par exemple? Genre, on prend jaja position. Ou au contraire, doit-on jouer la carte de la neutralité active, prônée par les autorités, notamment avec de beaux numéros d'équilibristes à la clé? Et si oui, jusqu'où? Dans quel contexte? Pour quel but? Quoi qu'il en soit, la neutralité existe, et ce depuis des siècles. Ça n'est pas un mensonge, elle a carrément formé le pays dans lequel on vit aujourd'hui. La neutralité a permis de maintenir la paix dans la Confédération, de rester à l'écart des plus grandes guerres de l'histoire. Oui, puis elle a permis quoi? La montée, le fait d'avoir un gouvernement majoritairement d'extrême droite, le fait qu'on vive dans... le fait que soit toujours de plus en plus pauvre. Enfin, je sais pas, franchement, moi... Le fait de dire « Ah, c'est trop bien, ça a fondé notre pays, la neutralité », il y a quand même des limites, quoi. Et pourquoi il y a un crâne sur le bureau? Je sais pas.
Mais aussi, il faut bien le dire, de nous enrichir et de pouvoir proposer nos bons offices. Bah voilà. Bonjour la bonne image. D'un autre côté, la neutralité nous a aussi fait parfois passer pour des gros mous et des profiteurs. Faut bien avouer que la Suisse en a parfois joué pour en retirer des avantages, pas toujours idéaux. Toujours est-il que la neutralité fait partie de notre ADN et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Selon un récent sondage de l'EPFZ, on serait plus de 90% à soutenir le concept. Et c'est peut-être la seule arme que nous... Mais quel concept? Ou moyen de défense... Parce que tu vois, là il est en mode on serait 90% à soutenir le concept de la neutralité. Il y a ce côté de, comme on vient de le voir là, dans toute cette vidéo, quelle neutralité? Quel pendant de la neutralité? Quel type de neutralité? Parce que neutralité, ça ne veut rien dire. Être ou ne pas être, la Suisse a choisi de n'être aucun des deux. Tout à fait, je suis d'accord, J-Day. Mais vraiment... En tant que confetti... Attendez, hop. Au milieu de l'Europe. Et je tiens à remercier énormément Adrien Krause qui a coécrit cet épisode. C'est lui qui a fait en fait tout le boulot, mais Adrien. Et à Irène Herman qui a relu le texte. Et vous en pensez... Et donc voilà. C'est quoi? La neutralité, concept... Cette petite émission sur la Suisse... Mais ça nous a permis un peu de synthétiser, donc de synthétiser tout ce qu'on a lu avant. Et donc on a fait perdre, on a des gens qui sont totalement perdus. Mais je trouve que c'est bien d'être perdu sur ce fait de neutralité et de montrer à quel point c'est un concept flou et c'est un concept malléable. Et bon, qu'est-ce qu'on va dire sur cette neutralité? Moi, je retiendrai que d'un truc, c'est cette neutralité sélective qui est admise, mais qui n'est pas, qui est vraiment pour les intérêts. T'es en mode, vu que tout le monde est en train de sanctionner la Russie, on fait pareil. Par contre, de faire des sanctions sur Israël, bah non, c'est mal vu. Donc bon. Et je pense que des tas de trucs comme ça, on aurait des exemples à la plaie. Donc voilà. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo YouTube. Et n'hésite pas à partager, à dire ton avis sur cette neutralité de la Suisse. Et à liker et à t'abonner. Merci.